Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition de French Web Digital Marketing. Aujourd'hui, on va parler d'innovation et on va parler justement d'intelligence artificielle, comment on peut le développer au quotidien dans nos opérations et notamment nos opérations marketing. Et pour en parler, je suis ravi de recevoir aujourd'hui Olivier Bertin, qui est directeur marketing et innovation du groupe Isoscale, aux côtés d'Alban Renard, qu'on connaît bien, qui est le directeur expertise et innovation de Cybercité. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Alors je suis ravi justement de vous accueillir à un moment où l'IA est extrêmement présente dans l'ensemble des discussions au sein des comités de direction des entreprises, mais aussi au niveau des personnes qui font, des doueurs sur le terrain. Aujourd'hui, comment vous voyez ce phénomène IA de votre point de vue d'expert ? On va commencer par Olivier. Alors, objectivement, incontestablement, il y a aujourd'hui une hype sur le sujet de l'IA, même si ce sujet n'est pas nouveau. Si l'on parle plus globalement du domaine de l'IA, personne n'a attendu le mois de novembre 2022 avec le déploiement de la solution ChatGPT par OpenAI pour intégrer l'intelligence artificielle au sein des process des entreprises et en particulier au sein de l'écosystème sur le terrain de jeu du marketing et de la communication. On peut même dire que l'IA est une réalité depuis quasiment 20 ans, depuis l'avènement du marketing digital. Et après tout, quand on parle d'IA, on parle d'abord d'algorithmes. L'algorithmie fait partie des process marketing, que ce soit dans l'environnement publicitaire, encore plus certainement dans l'environnement de la relation client. Les data scientists qui sont devenus une composante incontournable des équipes marketing n'ont pas attendu l'année 2022 pour exercer leur savoir-faire, créer de la valeur ajoutée lorsqu'il s'agit de définir des audiences, d'optimiser des processus de ciblage, de personnaliser des interactions. Néanmoins, et c'est vrai, la fin de l'année 2022 marque un nouveau tournant, non pas un tournant, mais un nouveau tournant dans les conditions dans lesquelles nous intégrons aujourd'hui l'IA et plus spécifiquement l'IA générative. Voilà, parce que c'est devenu quand même plus simple. Maintenant, un simple prompt dans une petite fenêtre de saisie nous permet soit d'obtenir des réponses à des questions, avec d'ailleurs de la documentation, avec une structuration, ou des images tout simplement. C'est ça, et puis moi ça fait plus de 15 ans, 17 ans que je fais du search marketing et plus spécifiquement du SEO. Donc, une fois de plus, mon métier est mort, comme tous les 6 mois depuis que je l'exerce. Voilà, j'ai appris ça en 2022. L'IA va me remplacer. Et sauf que l'IA, ça fait longtemps que Google l'utilise au quotidien dans ses algorithmes de classement natifs. Sauf que effectivement, OpenAI a mis un gros coup de pied dans la fourmilière des moteurs de recherche en démocratisant l'IA au grand public, si on peut dire, même si le taux d'adhésion il reste quand même très centré sur la tech et sur les startups. Mais c'est vrai qu'on peut s'attendre à un gros changement dans les usages parce que ça vient faciliter beaucoup de choses. On peut faire de la création image ou vidéo beaucoup plus rapidement, beaucoup plus facilement et presque sans talent, si ce n'est qu'il faut quand même un minimum de créativité. Alors voilà, comme tu le disais, la hype a justement créé beaucoup d'attentes, créé beaucoup de fantasmes aussi. Quel est l'état de l'art aujourd'hui qu'on pourrait dresser ? Alors, reconnaissons que l'arrivée des IA génératives rebat au moins en partie les cartes du marketing, de la communication, que ce soit dans la façon de penser les stratégies, dans la façon de les exécuter, mais aussi dans la façon de challenger les organisations. Comme le disait Alban, l'IA générative, c'est d'abord une accessibilité renforcée de la valeur ajoutée qu'apporte l'IA dans des processus qui peuvent s'avérer répétitifs
ou des processus de traitement de données complexes. En fait, on rend accessible à la fois des choses qui étaient jusqu'à présent extrêmement techniques et on ajoute aussi une couche de créativité, on ajoute une couche qui renforce l'efficacité d'un certain nombre de process, que ce soit du point de vue de l'analyse de données, du point de vue de la création de contenu, du point de vue de la gestion de la relation et de l'expérience client. Donc c'est vrai que l'IA générative rebat les cartes. À notre niveau, du côté des agences, objectivement, l'IA générative pourrait même poser une sorte de défi existentiel quand on voit aussi tous les fantasmes qui peuvent exister au regard de ce que l'IA générative peut permettre de produire. En fait, c'est une vraie opportunité pour tous les professionnels du marketing et en particulier pour les agences de se reposer la question de leur proposition de valeur, d'une part, et se reposer aussi la question des process pour les orienter dans une direction qui vise encore plus d'efficacité, mais il ne faut pas l'oublier aussi, encore plus de créativité. Alors justement, comment la créativité peut ne pas être encadrée par l'IA, c'est-à-dire limitée par l'IA? Est-ce que l'IA peut être limitative dans son usage? Par principe, l'IA, c'est pas de l'IA forte, c'est pas de la conscience, donc ça se base quand même en priorité sur un existant, sur du machine learning provenant d'un existant. Donc, si on veut lui amener de la valeur, il faut l'amener à la source, un minimum, dès le départ. Donc, effectivement, on pourrait imaginer produire plein d'images, plein de vidéos, plein de contenus sur un sujet donné, mais il y a un moment donné où on va atteindre un niveau de saturation sur le même niveau d'information qui va rester très plat, très horizontal. Et la créativité, elle doit s'exprimer dans le comment on apporte quelque chose en plus à partir d'un certain nombre d'informations qu'on a pu collecter à partir de l'IA. C'est ce que je veux dire, parce que justement on voit les différents travaux de certains acteurs et j'ai l'impression que tout se ressemble. À chaque fois quand je vois par exemple des images, elles se ressemblent toutes. Il y a énormément de points de ressemblance. Je vois mal la distinction. Alors peut-être qu'il y a un effet loupe sur beaucoup de travaux. Mais aujourd'hui, comment on réussit justement à mettre beaucoup de créativité là où il y a beaucoup d'uniformisation? Alors, d'abord, moi, j'ai coutume de dire que l'IA générative, et en particulier ChatGPT, c'est un stagiaire HPI. Pour résumer, c'est un stagiaire, donc il faut l'accompagner, il faut le former, il faut l'encadrer. En revanche, objectivement, il apprend vite. Et puis il est aussi un élément sur lequel on peut rebondir, que l'on peut coacher, qui peut nous coacher nous-mêmes et qui doit d'abord et avant tout être vu comme un outil, et ça reste un outil. Il ne faut pas aller jusqu'au fantasme qui laisserait à penser qu'on va demain remplacer les professionnels que nous sommes par des intelligences artificielles. Cela reste un outil et cela dote les professionnels du marketing de pouvoir augmenter. En revanche, il n'est pas question de remettre en cause la valeur ajoutée de l'humain, la valeur ajoutée de l'intelligence collective au sein des agences, la valeur d'inspiration, l'émotion aussi. On ne peut pas ne développer qu'un marketing hyper rationnel, ce qui serait le cas si on ne se basait justement que sur des IA qui traitent des données qui par définition sont hyper rationnelles. Et donc, si on reste dans cette logique qui est de considérer l'IA générative comme un outil et que l'on considère ce binôme de l'IA générative qui accompagne un expert métier, dans ce cas, on est réellement capable de créer de la valeur, d'amplifier, d'augmenter le pouvoir créatif de l'individu. En fait, tous les experts, ils vont de moins en moins, que ce soit dans l'image, dans la photo, dans la vidéo ou dans le contenu, ils vont de moins en moins, quelque part, se glorifier de savoir faire des tâches basiques. Puisque, quelque part, c'est un petit peu comme un correcteur d'orthographe. Un correcteur d'orthographe, ça vient corriger ton orthographe. Donc, tu peux te glorifier de savoir très bien écrire, mais demain, ça va être un petit peu moins un talent important, puisque, quelque part,
L'IA écrit sans faute d'orthographe en général, même si ça peut se discuter potentiellement. Par contre, le parti pris, l'opinion personnelle, le regard, le fameux regard du photographe, et la capacité à détecter ce qui va générer une émotion ou une vraie valeur ajoutée parce que c'est quelque chose qu'on a l'impression de n'avoir jamais vu ailleurs, ça, c'est pas remplaçable par une IA, pas réellement. Et pour rebondir sur ce que dit Alban, je fais confiance dans l'esprit marketing, la démarche marketing. Le Graal du marketing, c'est la différenciation. Et donc, par définition, dans ces conditions, je pense que les professionnels du marketing ne peuvent pas se laisser enfermer par des résultats qui seraient générés par des IA génératives, qui seraient moyennés et qui ne permettraient plus, dans ces conditions, aux marques de se différencier, de matérialiser leur spécificité. Et c'est là où la logique métier, l'expertise métier vient mettre des garde-fous et pose des conditions optimales d'utilisation d'un outil objectivement qui crée de la valeur, qui nous aide à aller plus loin, mais qui ne remet pas en cause les fondamentaux du métier. Alors, je suis chef d'entreprise aujourd'hui, j'entends IA partout, en interne et en externe. Comment je fais pour appréhender le sujet ? Comment j'embrasse cette fameuse IA ? Alors, la question est facile, la réponse est forcément complexe puisqu'on parle là de transformation. Après tout, cette transformation liée à l'IA générative, nous l'avons déjà connue. Depuis 20 ans, on parle de transformation digitale. Cette transformation digitale, elle s'est accélérée autour de 2010, 2011, 2012. Et on a bien vu les défis qui se présentaient dans ces conditions aux entreprises. Comme toute transformation, la question est d'appréhender cette transformation de façon globale, de façon systémique. L'IA générative, elle va d'abord transformer, certes, les process, les pratiques. Elle va contribuer à faire évoluer les compétences, mais elle remet aussi en cause la culture, au moins à certains niveaux, la culture de l'entreprise, puisqu'elle challenge sa proposition de valeur. Elle challenge également l'organisation. Et donc, on ne peut pas appréhender cette transformation en ne prenant pas en compte l'ensemble des conséquences, qu'elles soient humaines, technologiques, les conséquences métiers. Et c'est en prenant en compte l'ensemble de ces éléments, on est véritablement capable de projeter dans la durée des effets durables, des effets à valeur ajoutée d'intégration de cette IA et en particulier de l'IA générative. Comment on réussit à avoir ce niveau de conscience ? En expérimentant, en étant humble face à la technologie, en étant ambitieux mais réaliste, en mettant en œuvre des ressources qui sont cohérentes au regard du rythme de changement que l'on souhaite mettre en œuvre, en expliquant, en étant transparent, que ce soit au sein de l'entreprise, mais également à l'égard de l'ensemble de ses parties prenantes, et en particulier à l'égard de ses clients, en intégrant en fait le fait qu'on est face à un processus d'apprentissage, que ce processus d'apprentissage, comme tout processus d'apprentissage, est vertueux. C'est un défi qui est plutôt excitant finalement. C'est un défi métier. C'est aussi dans l'univers du marketing la matérialisation une fois de plus du caractère vivant du marketing, de la fonction marketing, de l'écosystème marketing. Mais je pense qu'il faut être... encore une fois, il faut être ambitieux, mais il faut être raisonnable et avoir une approche raisonnée des conditions d'intégration de l'IA, en particulier de l'IA générative au sein de l'entreprise. Et je suis en particulier convaincu d'une chose, c'est qu'il ne suffit pas de l'appréhender comme un moyen d'amélioration de la productivité. Il faut d'abord et avant tout l'appréhender comme un support de développement de l'efficacité et ne jamais oublier les enjeux d'enrichissement, de création de valeur, d'amplification du collectif et d'intelligence de chacun. Et pour rebondir sur ce que tu disais sur notamment l'humilité, je pense que c'est un vrai point central
parce qu'il faut choisir ses combats en fait. Et à un moment donné, il faut se dire que oui, l'IA va changer un certain nombre de choses pour nos collaborateurs, mais parfois c'est pas à nous de le faire en fait. C'est pas à mon entreprise de mettre en place des nouveaux outils d'IA. C'est plutôt à moi d'aller détecter sur le marché tel ou tel outil qui va assister mes équipes, effectivement pour leur faciliter la vie, les dégager d'un certain nombre de process subalternes ou sans réelle valeur ajoutée pour les aider à se focaliser vraiment sur ce qui génère réellement de la valeur ajoutée. Et la valeur ajoutée, c'est parfois très difficile en fait à identifier pour plein de boîtes. Et ce, d'autant plus que, là encore, reconnaissons-le, je pense que nous n'avons jamais été soumis à un rythme d'innovation aussi puissant. Donc cela veut dire que nous sommes tous face à un tsunami de solutions, d'écosystèmes, et il faut faire des choix, choisir c'est renoncer. Donc oui, effectivement, il faut choisir ses combats. Et quoi qu'il arrive, intégrer tout ce qui peut être mis en œuvre dans un processus d'apprentissage permanent, en mettant d'ailleurs toujours au centre du jeu les collaborateurs de l'entreprise et les clients de l'entreprise. Alors je comprends que c'est les gens qui ont besoin d'identifier les opportunités, les outils qui vont leur permettre de faire, tout simplement. Cela étant, quelles sont à la fois les qualités et je dirais les impératifs, je pense notamment aux questions de sécurité en tant que telles. Qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier lorsqu'on appréhende justement ces nouveaux outils? Quels sont les points d'attention? Déjà, il y a la logique de propriété intellectuelle et de savoir comment on utilise l'IA et qu'est-ce qu'on lui donne à manger, quoi. Nous, je sais qu'on a des interactions régulières, notamment avec les équipes de Google, qui baignent dans l'IA depuis 20 ans quasiment, voire plus, parce qu'ils ont été créés il y a 20 ans, mais bon bref. Ce qui est sûr, c'est qu'ils nous incitent en tant qu'agence à avoir une posture qui soit vertueuse vis-à-vis de l'IA, et quelque part, ils nous voient, nous, agence, comme des porteurs de bonnes paroles sur ces sujets-là. Donc effectivement, on doit être raisonnable, on doit être vertueux, et on doit un minimum prendre conscience du fait qu'on ne peut pas donner des données personnelles ou liées à nos clients à une IA, que ce soit des chiffres marché ou marketing ou business. Donc il y a une logique de privatisation de la donnée, et là je pense qu'Olivier il a mieux le sujet dans les pattes que moi, puisqu'il est confronté à ça régulièrement. Objectivement, l'utilisation de l'IA, et en particulier de l'IA générative, n'est pas sans risque. Son utilisation pose des problèmes éthiques. Effectivement, elle pose des problèmes au regard du respect du droit d'auteur. Ce n'est pas pour rien d'ailleurs qu'OpenAI et d'autres acteurs sont en train de négocier avec tous les grands éditeurs, avec des accords qui ont commencé à être passés, par exemple, entre OpenAI et Axel Springer. Au-delà de ces aspects éthiques, de la préservation également de la confidentialité des données, en particulier au sein d'une entreprise, c'est un élément extrêmement important. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il faut encadrer l'utilisation de l'IA générative. Nous avons au sein de l'entreprise une charte qui régit les règles qui procèdent de l'utilisation des IA génératives. Il ne faut jamais non plus oublier que l'utilisation de l'IA générative, c'est pas gratuit. En fait, ChatGPT nous a donné l'impression originellement que l'outil était gratuit, mais cette pratique de la part des grands géants du web, elle est connue. En réalité, les coûts d'exploitation de ces IA génératifs sont élevés, et donc ils doivent se retrouver également dans un modèle économique qui soit cohérent de la part de ces géants du web à l'égard des entreprises. Donc n'oublions jamais que pour les entreprises, certes, les enjeux d'efficacité, de productivité, de créativité sont là, mais ils vont devoir être associés aussi à des logiques de coûts. Et enfin, n'oublions pas également un élément particulièrement important, y compris pour les marketeurs, c'est la question d'utilisation raisonnable sur le plan de la durabilité, sur le plan environnemental de l'IA.
l'apprentissage, l'entraînement des modèles et l'inférence, donc l'utilisation de ces modèles est coûteuse sur le plan environnemental. Les choses évoluent dans le bon sens. On voit apparaître aujourd'hui des modèles qui sont plus efficaces, y compris d'ailleurs au sein de l'écosystème de l'IA français, avec un modèle Mistral qui est beaucoup plus réduit, beaucoup plus compact, beaucoup plus efficace. Donc, il va falloir aussi que de ce point de vue, les entreprises choisissent les bons cas d'usage, choisissent les bons outils, choisissent les bons modèles pour intégrer ces différentes composantes éthiques, économiques et durables. C'est la condition d'une inscription dans la durée de l'utilisation de ce domaine de l'IA et des outils qui y sont associés pour toutes les entreprises et en particulier nos entreprises. D'ailleurs, cette notion de scalabilité finalement et de capacité à identifier la qualité d'une source, si on regarde bien, c'est ce qui bloquait un petit peu la diffusion par Google de ce type d'outils auprès du grand public. Aujourd'hui, Google se voit un petit peu à marche forcée, obligé de sortir son outil de résultats générés par l'IA avec la SGE, donc la Search Generative Experience, qui est déjà accessible aux États-Unis et dans tout un ensemble de pays, mais pas encore en France. On sait que dans ces outils-là, par rapport à un ChatGPT, Google va systématiquement citer un certain nombre de sources. Voilà, donc on sait que cette logique de transparence sur les sources et de fact-checking, elle va être centrale. Donc on le comprend, c'est aux opérationnels d'embrasser les outils. Du coup, les directions doivent se recomposer par rapport à ça et doivent revoir leur modèle, doivent se rechallenger. Qu'est-ce que vous leur conseillez ? C'est de se doter justement d'une personne en charge de cette dimension IA, ou est-ce que c'est quelque chose de partagé ? On commence à voir apparaître des Chief IA Officers, comme on a vu des Chief Digital Officers. On sait ce que les Chief Digital Officers sont devenus. Ils ont été facilitateurs de la transformation digitale au sein des entreprises. On peut imaginer que les Chief IA Officers, ou en tout cas les personnes au sein des entreprises porteurs de ce sujet, vont d'abord et avant tout être facilitateurs de l'intégration de l'IA et en particulier de l'IA générative dans toutes les couches de l'entreprise, y compris d'ailleurs les services support, parce qu'on parle beaucoup du marketing, mais l'IA générative change et va continuer à changer beaucoup de choses dans l'univers des RH, dans le domaine juridique, en tout cas dans tous les services de l'entreprise. Donc, quoi qu'il arrive, qu'il s'appelle d'ailleurs Chief IA Officer ou autrement, l'enjeu c'est de faciliter l'intégration de l'IA en étant orienté acculturation pour permettre à chaque collaborateur de comprendre non pas ce que ça enlève, mais ce que ça apporte. Et on a aussi besoin d'identifier à travers des cas d'usage concrets la valeur ajoutée pour ensuite passer par des phases d'expérimentation puis d'industrialisation. Donc oui, il faut quoi qu'il arrive organiser la gouvernance de ce sujet au sein de l'entreprise tout en restant agile, ne serait-ce que parce que l'environnement de l'IA est lui particulièrement agile et évolutif. Après, comme toutes les grandes innovations, l'IA c'est un petit peu un révélateur et nous, on voit beaucoup de choses chez nos clients. On voit des clients qui sont plus ou moins avancés déjà dans leur processus de digitalisation, parce qu'on en est encore là, souvent, même dans des grands groupes qui ont pignon sur rue ou qui font référence. Donc, plutôt que de se dire qu'est-ce que je fais pour l'IA, il faut se dire ok, on en est à l'IA, et moi, j'ai toujours pas de CRM. Voilà, c'est peut-être bête dit comme ça, mais nous, c'est les fameuses dissonances. C'est à ça qu'on est confronté en fait au quotidien. C'est-à-dire que si on regarde les stratégies publicitaires qu'on essaye de mettre en place, parfois on est face à des dirigeants de très très grandes entreprises à qui on doit expliquer que les stratégies publicitaires aujourd'hui sont drivées par la performance, la data first party et la valeur générée par les campagnes. Donc, ça veut dire que cette valeur-là, on doit l'avoir. Et quand on est sur du B2B, notamment, sur de la génération de leads, et qu'il faut chiffrer ce que rapporte un lead, là, c'est no-go, quoi. C'est surtout, je ne vous donne pas l'information, vous n'êtes qu'une agence, etc. Et je ne ferai jamais remonter cette information dans une régie publicitaire. Et en fait, c'est anachronique.
c'est complètement dépassé. Donc, quelque part, avant de parler d'IA, et c'est pour ça que moi j'aime bien dire attention, l'innovation, c'est très bien, c'est un joli terme qui enrobe plein de choses, mais parfois, l'innovation, c'est de savoir reprendre les basiques de A à Z et se dire, OK, comment ça fonctionne aujourd'hui, réellement, et est-ce que je suis à jour sur les basiques du métier ? Alors ça c'est justement, c'est Olivier qui est le directeur marketing et innovation, donc je vais me tourner vers lui. Comment on réussit justement à conjuguer cette innovation avec le quotidien du marketing ? D'abord en acceptant toutes les contraintes, mais en même temps les opportunités qui sont offertes par un écosystème marketing qui s'est monstrueusement complexifié ces dernières années, au regard de la multiplication des canaux, au regard de la multiplication des objectifs, au regard des audiences qui se sont fragmentées. Et donc, quand on intègre cette complexité, naturellement, on en arrive finalement facilement à se dire comment je peux utiliser un ou des outils qui vont me permettre de dénouer les nœuds de cette complexité. Et je pense que les professionnels du marketing, les professionnels des études, les professionnels de la data science qui travaillent sur ces sujets complexes intègrent finalement assez facilement, rapidement cette logique outil et les process qui vont avec pour faciliter notre capacité à tous à continuer de délivrer de la performance dans des environnements qui sont plus difficiles, plus contraints. Et c'est là où la notion de cas d'usage est essentielle. On ne peut réussir à intégrer correctement l'IA générative qu'à partir du moment où on définit des objectifs extrêmement concrets, qu'on identifie les déclencheurs qui sont à l'origine de cette quête de nouveaux ressorts de performance et que l'on circonscrit précisément le cadre dans lequel on va pouvoir utiliser un ou des outils. Et on y arrive aussi en ayant des stratégies un peu gagnantes dans lesquelles on va démontrer à travers des petits pas la valeur ajoutée effective de ces outils, de leur mise en action pour petit à petit à la fois scaler, convaincre aussi au sein de l'entreprise et convaincre les clients et élargir peu à peu le champ effectif d'intégration et d'application de l'IA générative. Il faut aussi faire preuve de patience, même si tout va très très vite. Donc là, il y a aussi une forme d'équilibre à trouver objectivement. Voilà, alors ça me fait une transition toute trouvée pour notre prochaine émission. Je vous donnerai à nouveau rendez-vous pour parler justement de cas d'usage. J'imagine que du côté d'Isoscale, on pourra présenter ça se compte en semaines, en mois. Ça se compte en quelques semaines parce que nous avons des ambitions et que nous travaillons depuis plusieurs mois sur un certain nombre de solutions au sein du groupe, à travers nos briques expertes, des solutions qui vont nous aider à créer de la valeur pour nos clients. Bon, on va se revoir très prochainement, Olivier, pour justement parler avec de cas d'usage extrêmement précis. Ce sera la nouvelle étape. Merci. Je rappelle, Olivier Bertin, qui est le directeur marketing et innovation du groupe Isoscale. Alban Renard, que vous connaissez bien, qui est le directeur expertise et innovation chez Cybercité. Merci à tous de nous avoir écoutés sur cette émission de French Web Digital Marketing. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les bonnes plateformes, à commencer par nos amis de Deezer, Spotify et bien entendu Apple Podcast. D'ailleurs, sur ces derniers, vous pouvez nous laisser une petite note ou nous suggérer des invités ou justement des business cases que vous souhaiteriez évoquer. Merci à tous et à bientôt.